j'ai presque envie de dire, ce sont les hommes qui en parlent le mieux des livres et des écrivains. Enfin, vous en parlez admirablement bien dans ce livre, parce que, je dis, c'est les hommes qui en parlent le mieux, mais moi je vais dire, ce sont également les femmes peut-être qui écrivent le mieux. Vous nous proposez un très beau roman, je dirais, féminin, sur les statuts de la femme, que ce soit la mère, la maîtresse, la fille, et plein d'autres statuts que vous orchestrez admirablement bien à travers cet enfant de Calabre. Pour commencer la rencontre, j'ai envie de dire que quand on est grand, on a tous envie parfois de regarder les albums de Fanny, regarder les photos du passé. Parfois, ces photos sont assez mystérieuses parce qu'on n'a pas les sous-titres. On découvre des personnages, ou on découvre des gens qu'on connaît dans des situations qu'on ne connaît pas. Et c'est le cas finalement avec vous, avec votre narratrice, Frédéric, personnage de 39 ans, qui va être intrigué par une photo, et c'est le début d'une enquête. Oui, complètement. Frédéric, elle tombe sur une photo de son père en compagnie d'une femme qu'elle n'a jamais vue. Son père est mort il y a quelques années. Et donc cette jeune femme sur la photo ne la connaît pas, ce n'est pas sa mère. Et sur le visage de son père, elle voit une expression qu'elle ne lui connaît pas, qu'elle ne lui a jamais vue. Et elle est très très intriguée lorsqu'elle se retrouve devant cette photo devant un étranger. Il lui semble que son père est un étranger. Et donc elle va partir à la recherche de cette femme sur cette photo. Cette femme qui a été la maîtresse de son père. Et elle va chercher à comprendre qui était son père. Elle va remonter comme ça sur les traces de son histoire familiale, et pour essayer de comprendre aussi qui elle est et pourquoi elle a des difficultés à avancer dans la vie. D'autant plus que finalement cette enquête familiale, cette quête du père, ne sont que des chemins de traverse pour arriver à un personnage sans doute beaucoup plus important, et là on retrouve l'importance de la femme qui est la grand-mère finalement. Oui, la grand-mère de Frédéric, on la retrouve de manière un peu mystérieuse, comme ça, en filigrane, si on va faire ce jeu de mots tout au long du livre. Et on comprend que donc sa grand-mère paternelle est une femme qui a beaucoup compté dans sa vie, même si elle ne l'a jamais connue, que c'est une sorte de fantôme qu'elle a gardé près d'elle et qui l'a beaucoup influencée. Et cette femme a eu une vie assez tragique en Calabre au début du XXe siècle. Elle a été bannie par sa famille, par son village. On comprend pourquoi au fur et à mesure. Et on comprend aussi que cette grand-mère donc, a une grande influence dans la vie de Frédéric. Une grande importance. Donc il y a la vie de cette photo, il y a la vie de son père, il y a la vie de cet inconnu, la vie de la grand-mère. Finalement, le grand défi de Frédéric, c'est peut-être de se perdre, risquer de se perdre. Ça devient, toutes ces strates familiales sont comme les rues de Gênes, comme vous expliquez. Et c'est sans doute le défi de votre narratrice, mais également d'écrivain, que vous êtes justement de ne pas vous perdre dans ces rues du passé. C'est souvent, en cherchant la vérité, on risque de perdre quelque chose. C'est un peu le risque qu'on prend. En cherchant, on va peut-être trouver des choses qu'on ne pensait pas trouver, et donc des choses très déstabilisantes. C'est ce qui se passe pour Frédéric. Et effectivement, c'est aussi le cheminement de l'écriture, c'est-à-dire qu'on avance dans l'écriture, on ne sait pas toujours soi-même où on va, on est parfois un peu pris en otage par le livre qu'on est en train d'écrire, et ce qu'on découvre est peut-être très déstabilisant. Puis finalement, c'est peut-être en se perdant qu'on peut se trouver ou se retrouver. Hein. La semaine passée, juste à votre place, il y avait Boris Cyrulnik, hein, la résilience, donc il n'y a sans doute pas de hasard si vous êtes la suivante aujourd'hui. Alors ce qu'il y a de très fort, c'est que pour le lecteur, on est complètement envoûté comme une toile d'araignée dans votre construction qui est complètement aboutie. Alors, se mettre dans la peau de Frédéric, 39 ans, qui part à Nice, qui va enquêter, j'imagine que pour vous c'est assez évident. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est comment vous parvenez admirablement bien à vous mettre dans la peau du père, qui est légionnaire, qui est soldat, qui fait la guerre d'Indochine. Donc on est plongé dans les années 54, on est plongé dans les terres rouges, dans le tranchée. Et là, j'imagine que c'est un véritable défi. C'était doublement un défi pour moi, parce que ces passages-là, je les ai écrits grâce au témoignage de mon propre père, qui m'a fait le cadeau immense de me raconter ce qu'il avait vécu durant la bataille de Dien Bien Phu. Et donc c'était un tel cadeau pour moi que je ne voulais surtout pas passer à côté, surtout pas trahir ce qu'il m'avait raconté.
Donc c'est vrai que ces passages-là, ça a été un vrai challenge pour moi, d'arriver jusqu'au bout, d'essayer d'entrer à la fois dans l'intimité de ces soldats et d'être juste aussi au niveau du contexte historique. C'était doublement difficile. Et c'est vrai que j'avais une pression supplémentaire parce que en m'étant inspirée de faits réels et de faits réels ayant touché quelqu'un de proche en plus. Et justement, pour vous, finalement, les mots ont besoin d'une résonance intime, justement, pour pouvoir nous les restituer à travers une histoire. Je crois que j'ai besoin de me laisser guider par eux, et donc c'est très instinctif. J'ai besoin que ça vienne de quelque part, de quelque part vraiment au fond de moi, et que ça me guide. J'ai besoin à un moment donné de pouvoir lâcher prise et de me laisser emporter par eux. Donc effectivement, il faut que ce soit intime, il faut que ça résonne en moi d'abord, avant tout, avant de pouvoir les retranscrire. Et avez-vous besoin, comme Frédéric, d'un fantôme à côté de vous pour écrire? Oui, j'en ai eu un. Je pense que j'ai eu le même que Frédéric, celui de Frédéric. Donc là encore, j'ai puisé un peu dans mon histoire familiale, parce que cette histoire de grand-mère, c'est aussi l'histoire de ma propre grand-mère. Et je pense que j'ai écrit, je me suis mise un jour à écrire des romans pour rendre hommage à cette femme. C'est ce que j'ai cherché à faire dans ce livre. D'ailleurs, vous avez une très jolie formule aussi, finalement, pour présenter cette famille, et qui dit tout en quelques mots, et ça c'est le talent des écrivains. En quelques mots, ils nous dressent un portrait. Vous dites à un moment donné, ce n'est pas le sang qui fait une famille, mais ce sont les rituels. Oui, moi je crois très fort à ça. Et puis c'est vrai que dans ce livre, ça a aussi une autre signification, c'est que les rituels, ça permet aussi de se cacher, de se déguiser. Et c'est un peu le problème de Frédéric, c'est qu'elle a le sentiment que tous les rituels dans sa famille, les habitudes qu'elle pouvait avoir avec son père, avec sa mère, étaient quelque part une façon de cacher d'autres vérités. Et ce sont ces vérités-là qu'elle cherche à découvrir. Alors un roman, une histoire puissante et légère à la fois, parce qu'on pourrait croire la guerre d'Indochine, les secrets de famille, que c'est lourd, que c'est difficile. C'est vrai que dans chaque famille, il y a ses secrets, il y a les quotidiens, mais également il y a de la légèreté. Par exemple, qui c'est Simon Clark, par exemple? Donc Frédéric est un auteur, elle n'a pas beaucoup de succès avec ses propres livres, mais elle écrit La place des autres. Et ce qu'elle écrit à la place des autres... énormément de succès quand voilà, donc c'est une ironie douloureuse pour elle, c'est quelque chose de difficile à lire. Et ce fameux Simon Clark est un des auteurs pour lesquels elle écrit. C'est un peu c'est le travail alimentaire qu'elle est obligée de faire pour pouvoir continuer elle-même à écrire ses propres livres. 39 ans, une époque charnière, on commence à s'éloigner de la jeunesse, parfois on est un peu trop vieux pour encore faire des bêtises, mais on n'est pas tout à fait vieux pour arrêter d'en faire. Elle se pose d'ailleurs la question, finalement, pourquoi est-ce que j'enquête sur ce passé, sur cette photo mystérieuse, et pourquoi finalement je ne vais pas danser avec des jeunes amis PD, c'est vous qui l'écrivez, de 20 ans de moins, comme ça elle peut être un peu la reine de la soirée. C'est ça l'équilibre finalement, trouver l'équilibre entre le passé et la légèreté du présent pour elle. Oui, tout le livre est construit là-dessus. C'est vrai qu'il y a la lourdeur du passé, il y a sa vie de femme de 39 ans avec ses soucis d'aujourd'hui, avec son travail, avec sa vie sentimentale, donc là on est dans quelque chose de peut-être un peu plus léger, en tout cas d'actuel. Et puis on passe à des choses plus tragiques avec la Calabre, avec l'Indochine. Ça a été un va-et-vient perpétuel entre ces différentes périodes et passer effectivement de choses lourdes à des choses un peu plus légères, mais ça permet aussi de donner des petites respirations, je pense, au niveau de la lecture. Finalement, qu'on soit en période de paix comme aujourd'hui, en période de guerre comme Indochine, écrire, ça fait du bien, parce que vos légionnaires, ils ont ce que vous appelez des marraines de guerre. Ça a réellement existé? Oui, tout à fait. Donc le père de Frédéric a un ami donc pendant la guerre d'Indochine et durant la bataille de Dien Bien Phu.
son père se lie d'amitié avec un autre légionnaire, et tous les deux correspondent avec des femmes en Italie. Et effectivement, c'était le genre de choses que les soldats et les légionnaires faisaient déjà pour avoir un contact avec quelqu'un de chez eux, de leur pays, avoir des nouvelles du pays, et puis entrer en contact avec une femme, histoire de s'échapper quelques instants de l'horreur, de la violence, et penser à autre chose le temps d'une lettre. C'était important pour eux. De retrouver justement cette Oui. légèreté à nouveau à cette époque-là aussi. Un semblant de vie normale, peut-être le temps de quelques lignes parce que ce sont des enfants de 20 ans qui se retrouvent dans des tranchées, qui se retrouvent dans ces conditions abominables, dans ce véritable carnage. Et donc des jeunes garçons de 20 ans, voilà, c'est d'être là, c'est un peu ça leur permet de souffler un peu. Alors ce qui est aussi également intéressant en vous lisant, c'est qu'on se rend compte qu'à chaque génération se posent les mêmes questions au niveau de l'amitié, de l'amour, du désir, mais qu'évidemment chaque génération va y répondre de façon différente, tandis qu'il y a des choses qui sont plus faciles à vivre aujourd'hui qu'hier. Et ça aussi, c'est un très beau roman, je dirais, d'amour, de désir, de passion. Je crois que l'amour est au centre de ce livre au bout du compte. C'est à la fois l'amour que l'on a pour ses parents, pour ses frères, pour ses sœurs, pour les personnes qui partagent nos vies. C'est comment savoir qui l'on est soi-même pour arriver à aimer les autres et les aimer d'une belle manière, en les blessant le moins possible. Et la quête de Frédéric, c'est ça aussi, elle a besoin de se connaître elle-même. En connaissant l'histoire de sa famille, elle essaie de se connaître elle-même pour arriver à aimer les gens autour d'elle. Et puis aussi peut-être pour voir ceux qui l'aiment aussi autour d'elle, s'autoriser à être aimé, c'est ça. Oui. On parle toujours d'aimer, de soi, d'aimer les autres, mais il faut aussi laisser la place à l'autre qui passe. S'autoriser à être aimé aussi, ce n'est pas toujours évident. Et elle doit peut-être sortir de cet enfermement, Frédéric, je dirais peut-être cet enfermement du passé, c'est émotionnel. Est-ce qu'écrire, c'est sortir dans l'enfermement? Parce que le livre débute, on peut juste le dire, par la grand-mère qui est mise dans son cercueil, donc qui est enfermée à tout jamais. Chapitre suivant, on est dans l'enfermement de cette terre rouge d'Indochine où il y a le père et les autres soldats pour arriver à l'enfermement émotionnel de Frédéric. Donc, est-ce que justement l'écriture, pour un écrivain, c'est justement essayer de sortir de cet enfermement et d'y parvenir finalement? Oui, c'est à la fois chercher cet enfermement parce qu'il permet d'écrire, en tout cas moi il me permet d'écrire, et puis à un moment donné c'est avoir besoin d'aller en pleine lumière pour partager ça avec les autres. C'est très paradoxal, on est toujours un peu partagé entre les deux. Mais en tout cas, ce qui est évident pour moi, c'est que l'écriture permet en tout cas d'aller vers la lumière, de travailler, de fouiller dans les zones d'ombre, pour aller vers la lumière. C'est à ça que je travaille, c'est à ça que j'ai travaillé dans tous mes livres, et particulièrement dans celui-ci. On aurait pu appeler ce livre les sorcières de Calabre également, non? Et aussi. Sinon, Parfum de femme. Je trouve que les femmes sont les personnages principaux de ce livre et qui donnent tout ce contexte finalement, parce que finalement, c'est les femmes qui nous donnent sans doute l'ivresse de la vie, qui nous conduisent vers la lumière. Oui, disons que ce sont des femmes, il y en a plusieurs dans le livre, qui cherchent leur chemin finalement. Quelles que soient les générations, quel que soit l'endroit où elles naissent, il y a des femmes dans ce livre qui essaient d'être libres, de choisir leur propre chemin, malgré les influences diverses et variées, malgré la société, malgré l'éducation. Et elles font ce qu'elles peuvent pour arriver à avoir cette liberté-là. Que ce soit Frédéric, que ce soit sa grand-mère, qui finalement est morte d'avoir été peut-être une femme trop libre à une époque et dans un endroit où ça ne pouvait pas se faire. Mais l'important c'est de l'avoir été peut-être également, parce qu'il y a peut-être rien de plus triste qu'une vie qui n'est pas vécue. Bien sûr. Et je pense que c'est aussi un modèle pour Frédéric, très certainement. Le modèle de cette femme qui a été libre malgré tout, même si elle a payé le prix de cette liberté.
mais oui, donc ce sont des femmes qui cherchent en tout cas, qui cherchent et qui essaient d'avancer. Alors Catherine Ocandreau, on s'y attache à vos personnages et à cette Frédérique qui cherche. Je dirais, est-ce que vous allez continuer? Parce que quand on a fini le livre, plein de choses sont possibles, on ne va pas le révéler là à la fin. Mais est-ce que c'est un personnage également que vous avez envie de poursuivre? Parce que nous, en tant que lecteurs, je vous dis, on s'habitue à elle, on a envie de l'accompagner dans son chemin et continuer à vivre avec elle, avec son ressenti, avec ses faiblesses, son ombre et sa lumière. Bon, je crois que Frédérique, je l'ai amené là où je voulais l'amener, c'est-à-dire je parlais de lumière, mais je l'ai amené vers la lumière. Après, c'est à elle de faire sa route. Mais pour moi, le personnage qui décide. Oui, à un moment donné, oui, j'ai vraiment ce sentiment-là en fait. Ce livre-là, il marque la fin de quelque chose pour moi. Je sais que après ce roman, ce que je vais écrire sera certainement différent, et je suis allée au bout d'une certaine quête personnelle. Je suis allée au bout de ce que j'avais finalement peut-être à raconter sur ma grand-mère, puisque c'est, je pense, elle qui m'a amenée vers l'écriture. Et donc, voilà, ce sera différent. Je crois que ce sera différent. Celle qui transcende la plupart de vos personnages dans les différents livres. Elle est là d'une manière différente à chaque fois. Ça peut être plus ou moins important, mais elle a toujours été là. Voilà, ben on espère en tout cas que vous resterez dans la lumière, dans les lumières de Filigrane pour les livres suivants, vous qui habitez à Bruxelles. Oui, depuis 7 ans maintenant. Voilà, donc on est heureux de vous accueillir ici. Eh bien, merci de nous porter avec vos livres. C'est le 5e donc qui paraît chez Elise d'Ormesson, L'Enfant de Calabre. Catherine Ocandreau, un très très grand merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous, merci beaucoup.